L'UFC 297 n'était pas un très bon show, je le dis avec politesse et retenue, mais on s'est un petit peu ennuyé devant le premier pay-per-view de l'année. D'ailleurs, les fans ne s'y sont pas trompés, et les hyperboles étaient de sortie après la soirée. Certains parlent déjà de pire soirée de l'année, d'autres avancent même que l'on n'avait jamais vu une soirée aussi fade dans l'histoire de la promotion. Pour les plus aguerris d'entre nous en revanche, la soirée était certes mauvaise, mais nous avons déjà survécu à bien pire que ça, et même si l'UFC 297 n'était effectivement pas une très bonne soirée, le combat principal était plutôt divertissant, et il y a eu quelques bons moments au début d'événement, donc après tout, pourquoi pas. C'est aussi un signe clair que regarder une soirée de l'UFC par semaine a inévitablement modéré nos attentes autour de certaines cartes, et qu'au bout d'un moment, on est naturellement prêt à accepter plus de largesse. Mais malgré ça, il y a des soirées où ça ne passe pas, des pay-per-views si mauvais qu'ils remettent presque en cause votre amour pour les arts martiaux mixtes. On parle de soirées où tout se passe mal, de cartes de mauvaise qualité, de combats annulés à la dernière minute, de cartes principales pleines de décisions soporifiques et de décisions arbitrales catastrophiques. Bref, même si l'UFC nous a aussi offert des soirées exceptionnelles, la promotion a parfois été la source d'énormément de frustration, et c'est pour vous rappeler des bons souvenirs que je fais cette vidéo. Vous êtes sur la chaîne de Journeyman, et voilà les 15 pires pay-per-view de l'histoire de l'UFC. Numéro 15, UFC 215, Nunes contre Shevchenko 2. Je ne sais pas exactement quel est le problème de l'UFC avec le Canada, mais les soirées y sont souvent de mauvaise qualité, à la fois sur le papier et dans les faits. L'UFC 215 n'y fait pas exception, mais ce n'est pas faute d'avoir essayé pour le coup. La soirée devait être l'occasion d'un combat entre Demetrius Johnson et Ray Borg, et en cas de victoire de Mighty Mouse, il serait devenu le combattant avec le plus de défense de titre de l'histoire de la promotion. Mais la veille de la soirée, Borg se retire car il est malade, et d'un coup d'un seul, la qualité de l'événement s'affine drastiquement. La revanche entre Amanda Nunes et Valentina Shevchenko est propulsée en combat principal, et Neil Magny et Rafael Dos Anjos servent de co-main event dans un combat sans réel enjeu. En plus, un combat très attendu entre Junior Dos Santos et Francis Ngannou est retiré de la carte 2 semaines avant l'UFC 215 car des suspicions de dopage ont été soulevées par l'USADA concernant le Brésilien. Sur le papier, c'était déjà très faible et dans les faits, ce n'était pas beaucoup mieux. Le combat principal a duré 25 minutes qui ont semblé durer une éternité, si ennuyé d'ailleurs que la foule canadienne, d'habitude très clémente, a hué les deux combattantes. Le combat s'est d'ailleurs achevé par une décision partagée qui aurait dû faire débat, mais ça n'a simplement pas intéressé grand monde. Et d'ailleurs, c'est un assez bon représentatif de la soirée, ça n'a intéressé personne. On ne retiendra que la solide performance de Rafael Dos Anjos et on aura vite oublié le reste. C'est dur de se dire qu'un combat entre deux des plus grandes combattantes de l'histoire du sport puisse être aussi anecdotique, mais c'est ainsi. Numéro 14, UFC 186, Johnson contre Horiguchi. L'UFC 186 est la soirée où Demetrius Johnson a conservé son titre par soumission à 1 seconde de la fin du temps en partie. J'aimerais bien prétendre qu'il s'est passé autre chose ce soir-là, mais honnêtement, je n'en suis pas bien sûr. Blague à part, l'UFC 186 était maudit dès son inception. La soirée devait être l'occasion de la revanche entre TJ Dillashaw et Renan Barão, mais TJ s'est blessé aux côtes et il s'est retiré un mois avant l'événement. Le nouveau combat principal étant un peu léger et sans mauvais jeu de mots, l'UFC a cherché à gonfler un petit peu la carte. La promotion voulait faire revenir Quinton Jackson qui s'était exilé au Bellator, mais une problématique contractuelle a compliqué son retour et la situation a été jusqu'en justice. Il a finalement été autorisé à combattre mais n'a pas eu beaucoup de temps pour se préparer. Il a d'ailleurs affronté Fabio Maldonado et ce n'était pas exactement un très bon combat, c'était même pas terrible du tout. Le reste de la soirée est pleine de décisions et de combats sans saveur. Michael Bisping contre Sibeth Holloway n'a jamais vraiment démarré, la carte préliminaire n'a vu que 2 finishes et c'était 2 soumissions après des combats un peu soporifiques. Et pour ce qui est du combat principal, j'adore Demetrius Johnson, mais de toutes ses défenses de ceinture, on était peut-être sur la plus lymphatique de toutes. 14 takedowns pour un peu moins de 15 minutes de contrôle stérile qui ont fini d'achever la foule. Cerise sur le gâteau, la soirée s'est déroulée à Montréal. Amis canadiens, je crois que Dana White vous déteste. L'UFC 186 est un peu la définition d'un non-événement. La soirée était fade sur le papier et en pratique et personne ne s'en rappelle. Numéro 13, UFC 9, Severn contre Shamrock 2. Je vais commencer par un disclaimer généralisé sur les premières éditions de l'UFC. Aussi importante fût-elle pour le sport et aussi féru suis-je d'histoire, certaines des premières soirées de la promotion sont très difficiles à regarder. C'est particulièrement le cas de l'UFC 9 qui est la première tentative de l'UFC de se détacher du système de tournoi, ce qui a été très mal reçu à l'époque. La soirée s'est tenue dans un contexte très particulier puisque les sénateurs McCain étaient en pleine croisade contre le MMA et son implication a entraîné plusieurs changements de règles. Par exemple, ce soir-là, un juge du Michigan a statué que les coups de poing fermés au visage seraient interdits, ce qui a grandement altéré la qualité de la soirée. Même si tous les combattants n'ont pas respecté cette règle, elle a grandement impacté le main event qui est l'un des pires combats de l'histoire du MMA. Dans ce qui devait être une revanche au sommet, Dan Severn et Ken Shamrock se sont tournés autour pendant 30 minutes jusqu'à une décision partagée qui n'avait vraiment aucun sens puisqu'il ne s'était presque rien passé. On était bien loin du dynamisme de leur premier affrontement de l'UFC 6 et toute la soirée en a pâti. Si vous voulez dégoûter quelqu'un du MMA, passez-lui ce combat et vous serez tranquille à tout jamais. Vous risquez de perdre pas mal de vos amis aussi, mais ça vous regarde. Numéro 12, UFC 234, Adesanya contre Silva.
Je sais que l'UFC 234 est vendu comme ce beau moment de passage du flambeau entre Israel Adesanya et Anderson Silva, mais il va falloir commencer à regarder cette soirée pour ce qu'elle est et conserver son objectivité. The Spider n'avait remporté qu'un seul de ses 6 derniers combats, un combat qu'il aurait dû perdre d'ailleurs. Son aura avait complètement disparu et cela faisait plusieurs années qu'il n'était plus l'un des tout meilleurs du monde. Le poids de l'histoire est parfois suffisant pour vendre un combat, mais là, c'était trop peu crédible. Évidemment, un main event entre Adesanya et Silva n'était pas le plan initial de la soirée, mais je dois dire qu'avant même que le combat principal ne tombe à l'eau, l'UFC 234 était une carte extrêmement faiblarde. Initialement, la soirée devait voir un combat entre Robert Whittaker et Kelvin Gastelum pour la ceinture de champion des poids moyens. Malheureusement, Robert a dû se retirer à quelques heures de la soirée à cause d'une hernie. Ce qui était une carte déjà très faible est devenu cataclysmique en un seul instant. Anderson Silva n'était plus ce qu'il était et Israel Adesanya n'était pas encore ce qu'il allait devenir, et au risque de ternir une dernière fois le souvenir que vous avez de ce main event, ce n'était pas un bon combat du tout. On s'est ennuyé, beaucoup de postures et beaucoup de cinéma pour pas grand chose. Et est-ce que vous êtes capable de me dire qui était dans le co-main event? Lando Vannata et Marcos Rosa Mariano, je ne crois pas avoir besoin d'en dire plus. Numéro 11, UFC 147, Silva contre Franklin 2. En 2012, l'UFC n'était pas aussi rigoureuse qu'elle ne l'est maintenant avec sa politique d'avoir un combat de ceinture par pay-per-view au moins, mais même pour les standards de l'époque, un catchweight entre Wanderlei Silva et Rich Franklin est un combat principal bien faible. Évidemment, ce combat n'est pas le premier choix de la soirée, ce n'était d'ailleurs aucun des 3 choix initiaux, ce qui en dit long sur la qualité de la carte finale. Il y a mangé réchauffé et tapé les restes un peu moisis d'il y a 4 jours, et je pense que vous devinez assez facilement où on se situe avec l'UFC 147. De base, cette soirée brésilienne devait voir le second combat entre Anderson Silva et Chael Sonnen qui était très attendu, mais a été déplacé à l'UFC 148 le mois suivant. Pas de panique à bord, José Aldo peut main eventer cette soirée sur sa terre natale contre Eric Koch. Mais rapidement, les négociations entre l'UFC et lui sont arrivées dans une impasse et les plans sont tombés à l'eau. Pas de souci, l'UFC a un gros combat 100% brésilien à proposer entre Wanderlei et Vitor Belfort. Mais moins d'un mois avant la soirée, Vitor se casse la main gauche et se retire du combat. La situation était si critique que l'UFC a proposé un remboursement complet à tout spectateur ne souhaitant plus se rendre à la soirée. Rich Franklin a accepté de venir combattre en short notice et il a un petit peu sauvé l'événement, mais les deux main eventers étaient loin de leurs meilleures années et sincèrement cette soirée serait considérée comme un fight night médiocre de nos jours. Mais rien, ou presque, ne peut empêcher Dana White de rendre un événement payant et ce cataclysme ambulant a été facturé comme toutes les autres soirées. 4 combats sur 5 de la carte principale sont allés à la décision, le combat principal n'était pas bon et seul le KO de Fabricio Werdum contre Mike Russo sauve un peu les meubles. Mais encore une fois, levez la main si vous vous rappelez de qui est Mike Russo. C'est bien ce que je pensais. Personne ne se souvient de l'UFC 147, j'en avais moi-même complètement oublié l'existence alors que j'adore Rich Franklin, c'est dire. Numéro 10, UFC 177, Dillashaw contre Soto. Immédiatement, il a dû vous venir en tête la question suivante, mais qui est Joe Soto? C'est une question légitime, et elle était encore plus légitime à l'époque, puisque ce dernier a obtenu une chance à la ceinture pour ses débuts dans la promotion. L'UFC 177 devait être le théâtre de la revanche entre John Jones et Alexander Gustafsson. Beau programme, mais un mois et demi avant la soirée, il est annoncé que ce combat est reporté au mois suivant. Pas de souci, TJ Dillashaw est prêt à défendre sa ceinture et une revanche entre Renan Barão et lui est programmée. Avec ce combat et un affrontement pour la ceinture des poids mouches entre Demetrius Johnson et Chris Carrasco, autant dire que la soirée était passable, mais comme vous vous en doutez, tout est tombé à l'eau. Demetrius Johnson et Chris Carrasco ont été déprogrammés pour renforcer la carte de l'UFC 178 et le jour de la pesée, Renan a dû être admis à l'hôpital car son weight cutting se passait mal. Soudainement, TJ Dillashaw était bien seul, surtout que la qualité de la carte était vraiment très mauvaise. Joe Soto, qui devait faire ses débuts contre Anthony Birchak, a été récupéré et propulsé dans le combat principal, faisant de lui le challenger le moins méritant de l'histoire de la promotion. Et comme on pouvait s'y attendre, il n'était pas vraiment de taille. En raison de tous ces changements et d'autres encore, la soirée n'avait que 8 combats et sans vouloir leur manquer de respect, la qualité des combattants présents n'était pas au niveau. Tony Ferguson était dans le co-main event, mais ce n'était pas encore le Tony Ferguson que l'on a connu après, et surtout, son combat contre Danny Castillo était soporifique, le pire de sa longue série de victoires et de loin d'ailleurs. Carlos Diego Ferreira et Ramzay Nijem ont sauvé la soirée avec un combat très intéressant, mais c'est tout de même très léger pour redorer le blason du calvaire que fut l'UFC 177. Numéro 9, UFC 161, Evans contre Anderson. Les amis, on retourne au Canada pour une nouvelle soirée infernale. Cette fois-ci, c'est Winnipeg qui a eu le plaisir d'accueillir une soirée avec absolument aucun enjeu. De base, Renan Barão devait défendre sa ceinture contre Eddie Wineland, mais le Brésilien s'est blessé au pied et le co-main event entre Rashard Evans et Dan Anderson est devenu le combat principal de l'événement. Quel était donc l'enjeu de ce combat? Eh bien rien, absolument rien. Il n'y avait pas de ceinture en jeu, pas de statut de challenger, rien du tout. Et en plus d'être sans enjeu, le combat était très mauvais. Après s'être regardé dans les yeux pendant 15 minutes et que Rashard ait raté ses 8 tentatives de takedown, l'ancien champion des mi-lourds est parti avec une victoire par décision partagée. Le genre de victoire où absolument personne n'a gagné quoi que ce soit. Le reste de la soirée était du même acabit car comme on l'a clairement compris aujourd'hui, Dana White déteste le Canada de tout son cœur et seul le combat opposant Sam Stout et James Krause sort du lot. Si cette soirée ne se trouve pas plus bas dans le classement, c'est honnêtement parce que les attentes n'étaient pas bien élevées de base. Évidemment, mention spéciale à Roy Nelson, c'est à ça que ressemble un véritable athlète et si vous n'êtes pas d'accord, c'est parce que vous avez tort.
Numéro 8, UFC 208 de Randami contre Holm. On ne pourrait pas me payer assez pour regarder de nouveau l'UFC 208 et ça en dit long parce que je regarde beaucoup de combats moisis à l'année. L'UFC 208 est un calvaire avec une fin de soirée cataclysmique et un seul combat de haut niveau sur les 10 proposés. On va rendre hommage aux positifs en premier, ce sera plus rapide. Dustin Poirier et Jim Miller ont fait le boulot et leur combat était franchement très divertissant. Une fois que cela est dit, passons au reste de la soirée. José Aldo devait affronter Max Holloway pour unifier les ceintures des poids plumes, mais ce combat est tombé à l'eau parce qu'Holloway avait des blessures qui traînaient et surtout parce qu'il voulait passer du temps avec sa famille pendant les fêtes. À la place, on a eu le droit au chef-d'œuvre annoncé qui est un combat entre Germaine de Randami et Holly Holm pour la ceinture inaugurale des poids plumes. Je vais passer sur le fait que les deux combattantes étaient simplement des poids coqs qui allaient combattre en poids plumes et que ça n'avait aucun sens, pour dire directement que ce combat fait partie de ma liste des pires combats de l'histoire. 25 minutes de rien, Germaine qui frappe Holly Holm après la fin des rounds 2 fois sans recevoir de sanctions et qui se voit octroyer une décision unanime catastrophique pour devenir championne du monde. Vous vous souvenez du sentiment que vous avez eu lorsque Raquel Pennington est devenue championne lors de l'UFC 297? Et bah l'UFC 208 c'est ce sentiment sous stéroïdes. Et encore, si le reste de la carte avait tenu ses promesses, on aurait peut-être pu oublier et pardonner, mais sur les 10 combats de la soirée, 9 sont allés à la décision et pas des décisions dynamiques et flamboyantes, mais des affaires bien ennuyeuses et sans saveur. Je hais l'UFC 208 de tout mon cœur, il n'y a presque rien de bon à tirer de cette soirée, et vu le règne de Germaine de Randami, on aurait pu largement s'en passer. Numéro 7, UFC 112, Silva contre Maia. Et voilà la soirée qui nous a coûté un combat entre Anderson Silva et Georges Saint-Pierre. Si cette soirée est aussi désastreuse dans l'esprit de tous, c'est parce qu'elle avait un énorme potentiel et que tout le monde est tombé de très très haut. Pour la toute première venue de l'UFC à Abu Dhabi, une carte XXL avait été planifiée pour célébrer le nouveau partenaire de l'UFC. 2 combats de titre avec un affrontement entre Anderson Silva et Vitor Belfort et un autre entre Frankie Edgar et BJ Penn. Et vu que le gouvernement des Émirats a une obsession pour les noms de famille connus, Renzo Gracie a été sorti d'un petit peu nulle part pour affronter Matthews. Sur le papier, c'est une soirée de très haute volée, alors qu'est-ce qui a bien pu se passer? Déjà, Renzo Gracie n'a évidemment pas fait le poids contre Matt, et ce qui était en théorie un joli combat de gala s'est transformé en une sérieuse déculottée. Frankie Edgar et BJ Penn se sont affrontés pendant 25 minutes très fades et au cours desquelles il ne s'est pas passé grand chose. Il y avait si peu de matière d'ailleurs que les juges ont été incapables de se mettre d'accord sur un scoring, et qu'à ce jour, ce combat est presque impossible à démêler. Et enfin le clou du spectacle, cette performance catastrophique d'Anderson Silva. Déjà, Vitor Belfort s'est retiré du combat à cause d'une blessure à l'épaule, et Demian Maia a été appelé en short notice, donc sur le papier déjà, ça promettait un combat un petit peu moins dynamique. Mais il y a moins dynamique et il y a ce qu'Anderson a proposé qui est un manque de respect total envers les fans. Ce dernier a simplement refusé le combat et il a passé 5 rounds à tourner autour de Demian en faisant des mimiques. Honnêtement, même les fans les plus aguerris d'Anderson ont eu du mal à le défendre sur ce coup-là et l'UFC 112 est l'un des shows les plus décevants de l'histoire de la promotion. Numéro 6, UFC 24, Williams contre Judson. Vous savez ce qui n'est jamais une très bonne idée, construire l'entièreté de sa soirée autour d'un seul et unique combat. L'UFC 24 devait être l'occasion d'un combat entre Pedro Rizzo et Kevin Randleman pour la ceinture de champion des poids lourds. Mais alors qu'il était en train de s'échauffer, Kevin a glissé et il s'est mis KO tout seul dans les coulisses. N'étant plus en état de combattre, le main event est annulé et c'est l'affrontement entre Ted Williams et Steve Judson qui a fait office de tête d'affiche. Autant dire que la soirée a perdu l'intégralité du prestige qu'elle avait en un claquement de doigts. Attention, il y a eu des bons combats ce soir-là bien sûr. James Pulver a délivré une belle performance contre David Velasquez et le combat entre Bob Crook et Tiki Gone vaut le détour, mais plus que n'importe quel autre pay-per-view sous cette liste, l'UFC 224 n'avait aucun enjeu. La soirée existe pour exister, il n'y a pas de tournoi et c'est si dramatique d'ailleurs qu'elle est devenue la première soirée à ne pas être proposée en replay sur les différents diffuseurs de l'événement. Numéro 5, UFC 61, Sylvia contre Arlovski 3. À ce moment-là de l'histoire de l'UFC 61 était l'une des plus grosses réussites commerciales de l'histoire de la promotion. Ce qui rend encore plus triste d'ailleurs, la façon avec laquelle s'est déroulée la soirée. L'événement était construit autour de 2 rivalités très importantes du milieu des années 2000, celle entre Tito Ortiz et Ken Shamrock et celle entre Team Sylvia et Andrei Arlovski. Je sais que c'est étrange parce que Team Sylvia n'est pas souvent mentionné positivement, mais ces 2 premiers combats contre Arlovski étaient incroyables et les fans avaient hâte de les voir conclure leur trilogie. Comment est-ce que cette soirée si prometteuse a pu se transformer en calvaire? Eh bien, le combat entre Tito Ortiz et Ken Shamrock a été arrêté prématurément et même si le résultat aurait été probablement le même, ça a complètement éteint l'atmosphère de la salle. Mais surtout, alors que leurs 2 premiers combats avaient été spectaculaires, la 3e rencontre entre Team Sylvia et Andrei Arlovski n'a semblé être qu'un long échauffement, 25 minutes d'inactivité et comme on le voit depuis le début de la vidéo, un mauvais main event a vraiment le don de ternir la perception générale d'un événement. Évidemment, aussi mauvais fut ce combat, ce n'est rien en comparaison de leur 4e affrontement en 2012 au One Championship. Le reste de la carte n'était pas bonne et on n'a pas passé une bonne soirée devant l'UFC 61, surtout vu le nombre de personnes qui l'ont acheté. Numéro 4, UFC 5, Gracie contre Shamrock 2.
Fait moins connu sur l'UFC 5, c'est le dernier show dans lequel a été impliqué Rorion Gracie. Fait plus connu sur l'UFC 5, la soirée était catastrophique. Dan Severn a remporté le tournoi le plus anecdotique de l'histoire de la promotion. Il s'est baladé contre des adversaires qui n'étaient pas de son niveau et le seul combat vraiment intéressant de son parcours contre Oleg Taktarov a dû être arrêté à cause d'une coupure. Le combat entre Royce Gracie et Ken Shamrock était le plus attendu depuis la création de l'UFC et si vous cherchez la définition de déception, vous trouverez sûrement la photo de Ken qui s'allonge sur Royce pendant 36 minutes sans rien faire avant qu'un match nul ne soit déclaré. Ce combat est l'un des pires de l'histoire, si ce n'est le pire en fonction d'avec qui vous en parlez, et pour l'avoir déjà regardé, c'est vraiment difficile à suivre. Certaines des premières soirées de l'UFC sont difficiles à revoir, mais sincèrement, aucune ne dépasse l'UFC 5 dans ce domaine. Numéro 3, UFC 119, Mir contre Cro Cop. Si l'UFC 5 ne vous a pas encore plongé dans un coma profond, ne vous inquiétez pas, l'UFC 119 va finir le travail. Initialement, l'UFC 119 devait être l'occasion d'un combat entre Frank Mir et Antonio Nogueira, mais le Brésilien s'est blessé un mois avant le combat et Mirko Cro Cop a accepté de venir en short notice. Sur le papier, la carte était plutôt passable, mais dans les faits, l'UFC 119 est une purge avec peu d'égal dans l'histoire du combat libre. Le seul combat divertissant de la carte principale a vu une grossière erreur de décision des juges lorsque Sean Shirk s'est vu accorder la victoire contre Evan Dunham. Jeremy Stephens et Melvin Guillard ont eu un affrontement soporifique, ce qui ne ressemble ni à l'un ni à l'autre, mais le pire était encore à venir. Le co-main event de la soirée est un somnifère ambulant comme seul Ryan Bader en avait le secret à l'époque, et puis arrive le combat principal. Frank Mir a poussé Mirko contre la cage tout au long du combat. Malgré les huées de la foule, il a répété la stratégie encore et encore, jusqu'à mettre un coup de genou au croate pour mettre fin à la souffrance collective des 15 000 spectateurs dans la salle et des 300 000 personnes qui ont payé pour regarder cette purge. Un pay-per-view à oublier pour tous les spectateurs présents, surtout quand on sait que Mirko Cro Cop a annulé ses vacances pour ça. Numéro 2, UFC 33, Ortiz contre Matyushenko. Lorsque l'UFC a fait ses débuts en Arabie Saoudite, la soirée a été une catastrophe et Anderson Silva contre Georges Saint-Pierre s'est perdu à jamais. Mais lorsque l'UFC a fait ses débuts à Las Vegas, c'est toute la promotion qui a failli s'écrouler. L'UFC 33 est selon beaucoup et Dana White le pire pay-per-view de l'histoire de la promotion. Et même si j'ai un autre candidat en tête, c'est dur de les contredire. En plus d'être la première soirée à avoir lieu à Las Vegas, c'est aussi le premier événement à avoir une distribution de pay-per-view à l'échelle nationale. Pour une si grosse soirée, l'UFC a mis les bouchées doubles, 3 ceintures de champion en jeu et la présence de Chuck Liddell et de Kevin Randleman. Mais malgré toutes ces belles promesses, la soirée est une catastrophe. Déjà, Vitor Belfort a dû être retiré du combat principal contre Tito Ortiz parce qu'il s'est blessé à la main en s'entraînant. Ce faisant, il a été remplacé par Vladimir Matvienko, ce qui est nettement moins vendeur, mais après tout, Tito était tout de même sur la carte, donc pourquoi pas. Le problème, c'est que Vladimir devait affronter Kevin Randleman et que par conséquent, ce dernier est retiré de l'événement. Pas terrible, mais on fera avec, la soirée était très chargée quoi qu'il arrive. Et puis, voilà que vient le jour J. Tous les combats de la carte principale sont allés à la décision, et pas des décisions dynamiques et divertissantes, mais bien des purges. En particulier, le main event et le co-main event qui sont deux des combats les plus plats de l'histoire de l'UFC. Il y a eu des combats où rien ne se passait dans l'histoire de la promotion, mais rarement ont-ils été l'un après l'autre et rarement ont-ils été les deux attractions majeures de la soirée. C'était si long d'ailleurs que l'événement a été coupé par beaucoup de diffuseurs car l'UFC n'avait pas acheté suffisamment de temps d'antenne. En conséquence, bon nombre de téléspectateurs n'ont pas pu voir le main event, mais tout compte fait, c'est peut-être une bénédiction. Numéro 1, UFC 149, Faber contre Barao. Il va falloir être bien concentré pour suivre les péripéties de l'UFC 149 parce que c'est vraiment une soirée assez phénoménale en termes de mésaventures. Initialement, cette soirée devait voir José Aldo défendre sa ceinture contre Eric Koch. Mais un mois avant la soirée, le Brésilien se blesse et l'UFC met sur pied un combat entre Uriah Faber et Renan Barao pour la ceinture intérimaire des poids coqs. Michael Bisping devait affronter Tim Boetsch, mais l'anglais lui aussi s'est blessé et Hector Lombard l'a remplacé pour ses débuts dans la promotion. Thiago Alves devait être sur la carte, mais il s'est également blessé et a dû être remplacé par Chris Clements. Son adversaire initial, Yoshihiro Akiyama, s'est lui aussi blessé, a été remplacé par Siarba Durzarda qui lui aussi s'est blessé et a été remplacé par Matthew Riddle. Thiago Silva et Mauricio Rua devaient s'affronter, mais lorsque Silva s'est retiré du combat, Mauricio Rua a été programmé dans une autre date. L'UFC avait annoncé la signature de Bibiano Fernandez qui devait faire ses débuts sur cette carte, mais il s'est avéré plus tard que le champion du Dream n'avait jamais signé de contrat et ses débuts n'ont jamais eu lieu. Enfin, dernier coup de dur pour la soirée, Antonio Rodrigo Nogueira devait affronter Cheick Kongo, mais le Brésilien s'est blessé au bras et il a été remplacé par l'illustre Sean Jordan. Bref, tous les combats de la carte principale ont été affectés par des changements et sur le papier, c'était déjà une carte de très mauvaise qualité. Dans les faits, c'était encore pire. Cheick Kongo et Sean Jordan ont passé 15 minutes en clinch à se serrer l'un contre l'autre. Tim Boetsch et Hector Lombard ont été hués pendant presque tout le long de leur combat et le combat principal n'a jamais vraiment démarré. 25 minutes de Uriah Faber qui rate ses takedowns et qui finit par perdre le combat dans l'indifférence la plus totale. L'UFC 149 est une carte maudite de son inception à son déroulé et je doute que l'on pourra faire pire à l'avenir. Ah, et évidemment, ça a eu lieu au Canada. Voilà la vidéo, merci d'avoir suivi jusque là, donnez-moi votre avis en commentaire les mecs comme d'habitude dans le respect, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, ça fait toujours plaisir, je remets le lien de la Ligue Verdict, vous connaissez maintenant, le lien est en description, et voilà, prenez soin de vous, passez une bonne semaine, une bonne journée, je sais pas quand vous regardez ça, et en tout cas prenez soin de vous, salut l'équipe.